Eh bien, bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Haut Rayon Podcast, pour un épisode un peu particulier quand même, parce que pour la première fois, j'ai la chance d'avoir un invité et non des moindres. Alors, une petite introduction s'impose. Les grands fidèles de la chaîne reconnaîtront bien sûr l'ami Rudy, qui est présent, mine de rien, sur la chaîne depuis les tout débuts, puisque c'est en grande partie grâce à lui que la chaîne Haut Rayon Manga existe. Effectivement, les toutes premières vidéos étaient en fait un travail commun, puisque moi je venais avec le fond et Rudy s'occupait de la forme, grâce à ses montages de haute voltige. Et donc voilà, donc comme je le disais, les plus fidèles d'entre vous sauront très bien qui est Rudy. On a beaucoup collaboré au fil de ces dernières années sur de nombreux projets, que ce soit de la vidéo, de l'écriture, du court-métrage, et bien évidemment avec notre projet emblématique et Isocell, qui est le court-métrage interversion et non pas introversion. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir au moins un invité pour ce podcast. Et puisque c'est un projet, somme toute, très, très récent pour moi et pour ma chaîne. Et donc j'ai proposé à l'ami Rudy de tenter l'expérience, et il a accepté mon chèque en bois afin de se joindre à l'aventure. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, parce qu'évidemment on a pris 3 minutes et 4 secondes pour réfléchir à un sujet. On s'est dit il faut trouver un sujet qu'on a en commun et qui soit aussi un minimum pertinent par rapport à Haut Rayon Manga, parce que je précise que Rudy n'est pas nécessairement un adepte de la lecture de japonaiserie. Cependant, voilà. Une des nombreuses choses que nous avons en commun et qui est à la fois pertinent par rapport à la culture japonaise, c'est l'écrivain, le romancier, l'essayiste, l'autobiographe Haruki Murakami. Puisque c'est par exemple, moi c'est un auteur dont j'ai parlé plus d'une fois sur la chaîne, et voilà, c'est un sujet qui nous est très très cher. C'est un auteur dont on parle souvent avec Rudy lors de nos longues conversations nocturnes, et donc suite à cette longue introduction, je vais passer la main à Rudy pour peut-être qu'il nous dise dans un premier temps pourquoi lui, il a voulu parler de Haruki Murakami, pourquoi est-ce qu'il pense que c'est un sujet intéressant à partager au-delà de nos conversations privées. Tout à fait. Alors, j'avais très peur quand tu as commencé ton introduction. Je pensais que tu allais mettre un extrait d'un des montages que j'ai fait pour la chaîne, c'est-à-dire les 5 premières vidéos de la chaîne qui sont pas regardables du tout. Donc c'est bon, a priori, tu vas pas mettre de petites vidéos, tu vas pas mettre de liens dans la barre de... Ça va. Parce que c'est un peu honteux quand même. On verra au montage. Écoute, oui, c'est certainement... Ouais. Ouais. Cette fois, c'est pas moi qui le fais le montage, en tout cas. Non, écoute, c'est évident que n'étant pas lecteur de manga, je ne me sens pas très, à ma place sur ta chaîne, ce qui est très bizarre. Et en même temps, comme je suis à peu près toutes tes émissions, quelque part, je suis aussi un peu chez moi. Donc c'est une situation un peu étrange. Mais comme justement, on aime beaucoup ce qui est étrange. En général, quand tu lis du Murakami, c'est que tu aimes un peu l'étrange. Tu aimes ce qui est bizarre. Tu aimes ce qui n'est pas mainstream. Donc, on est en plein dans le sujet, quoi. Écoute, oui, moi, la raison pour laquelle ce sujet est apparu évident, c'est que ça fait très longtemps que tu m'as
offert, je crois, prêté ou offert, le premier roman de Haruki Murakami que j'ai eu dans ma bibliothèque. Ça doit faire entre 15 et 20 ans, je pense. Et du coup, voilà, quoi, c'est un lien très spécial. Il faut savoir aussi qu'on est tous les deux à la base des littéraires. On a fait des études de lettres, mais qu'après, nos chemins nous ont un petit peu détournés de la littérature, d'une façon ou d'une autre. Et que je pense qu'on se retrouve au fil des années de plus en plus proches dans nos goûts à ce sujet-là. Et que Murakami, c'est un peu le centre de ce tourbillon. Oui, je pense que c'est pas du tout un hasard. Moi, je sais, de fait, c'est pas du tout un hasard mon affinité et ma rencontre avec Haruki Murakami. Ce qui me permet de rebondir sur tes propos. Effectivement, comme tu le disais, on est des littéraires, on a fait plus ou moins les mêmes études, même plus que moi. Et effectivement, moi, Murakami, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à mes études, paradoxalement, puisque j'ai pas du tout... j'ai pas fait des études sur la culture asiatique, puisque comme toi, j'ai fait des études d'anglais. Mais durant ma dernière année, justement, à la fac, j'avais un de mes profs qui nous avait filé en début d'année une bibliographie d'auteurs de lecture recommandée à faire pendant l'année. Et dans cette liste, bizarrement, il y avait quelques auteurs japonais. Donc, il y avait Haruki Murakami, il y avait Ryu Murakami, et puis il y avait une auteure dont le nom m'échappe à l'instant. Donc moi, ça m'a tout de suite intrigué parce que j'étais depuis longtemps attiré par la culture asiatique au travers des mangas. Et c'est comme ça que j'ai découvert Haruki Murakami et que j'ai vraiment été happé et sidéré très très vite. Alors je peux pas le garantir, mais je pense que peut-être le premier roman que j'ai lu de lui, c'est Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, si je ne me trompe pas dans le titre. C'est peut-être le premier que j'ai lu de lui. Et puis, je me souviens que ce qui m'a frappé immédiatement, c'est, en tout cas dans ce livre-là, on pourrait d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est peut-être un petit peu à part en fait dans sa bibliographie, celui-là, parce que justement, je trouve que c'est un des rares romans à être très terre à terre d'une certaine manière, quoi. Alors peut-être pas à 100%, mais je pense qu'il est un peu moins dans l'irréel, le surréel, quoi. Mais donc oui, c'est il y a d'énormes raisons, enfin il y a de nombreuses raisons qui font que Haruki Murakami m'a tout de suite alors je veux dire plus, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça laisserait entendre que c'est un amour de surface alors que c'est beaucoup plus profond, parce que j'aime certes ses histoires, etc. Mais c'est ce qui me parle beaucoup, c'est surtout sa manière d'écrire. Et du coup, toi, est-ce que tu te souviens du premier alors je sais pas si je crois que c'était un roman également que tu as lu. Oui, bien sûr, c'était le même. En fait, tu m'avais donné Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Alors moi, c'est vrai que on en a déjà parlé avec Murakami. Il y a quelque chose d'assez spécial sur ces romans, c'est qu'en fait, c'est très compliqué et très difficile de vraiment se rappeler de chaque roman séparément. Parce que, en fait, sincèrement, par exemple, celui-là, je ne l'ai pas lu depuis des années et je ne saurais pas te dire exactement ce qui se passe dedans, parce qu'en fait, il y a beaucoup de liens entre tous les romans. C'est pas du tout un multiverse, hein, mais en fait, le jeu où le personnage principal, souvent, est il est très proche de l'auteur. Je pense la voie narrative, elle est très souvent semblable. C'est le même genre de personnage qui a le même comportement, il y a le même type de mélancolie, et puis ce côté bizarre dont on va sûrement parler, qui arrive après souvent dans l'histoire ou pas. Et du coup, ça fait ce côté un peu jazz, c'est-à-dire des structures, des choses qui se répètent. Et moi, c'est surtout ça qui me reste en fait. Et du coup, oui, Au sud de la frontière, donc c'est le premier que j'ai lu, mais il y a très très longtemps.
Et après, quand je les ai tous lus, moi je les ai lus de façon assez condensée, comme je t'ai dit, en 2 ans, j'ai tout relu. Ça m'a vraiment créé à part quelques titres peut-être qui sortent du lot parce qu'il y a des images très précises qui ressortent. En fait, c'est plutôt la poésie générale qui me reste en tête, en fait. Et du coup, oui, je crois qu'au sud de la frontière, il fait partie de ceux qui sont le plus réalistes, puisque effectivement, on a un auteur qui est à la limite du fantastique toujours, quoi. Oui, bah en fait, alors de mémoire, mais en fait, c'est un des seuls que j'ai sûrement lu au moins 2 fois. Mais effectivement, au sud de la frontière, à l'est du soleil, c'est grosso modo une histoire d'amour. Mais moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, alors faut aussi remettre tout ça dans le contexte, c'est que moi, quand j'ai découvert Murakami, j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, puisque je l'ai découvert quand j'avais 23 ans. Et donc surtout ce livre-là, ça a beaucoup résonné en moi. Je me suis énormément identifié au personnage. Voilà. Et c'est aussi une différence intéressante entre nous en tant que lecteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai lu Murakami sur 20 ans, quoi, en gros. Donc, il y a beaucoup de ces livres, je les ai tous, mais il y en a beaucoup, j'ai complètement oublié de quoi ça parle, pour le dire tout simplement. Alors que j'imagine que pour toi, du coup, c'est relativement un peu plus frais dans ta mémoire, quoi. Oui, bah exactement. Alors, c'est beaucoup plus frais, mais comme je te le disais, en même temps, c'est toujours aussi flou. Mais alors, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce qu'en fait, vraiment, ce que j'aime dans la lecture de Murakami, c'est pas du tout le récit et me rappeler d'une histoire, puisque je pense que Murakami n'écrit pas vraiment des histoires. Il écrit déjà plus une ambiance, et il écrit plutôt quelque chose de poétique en général, c'est-à-dire qu'il n'a ni début ni fin. Et du coup, ça serait un peu se tromper, je pense, que de, par exemple, essayer de raconter les je ne sais combien de romans écrits de sa plume. Pour moi, justement, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de se rappeler du sentiment que tu avais quand tu le lisais, que ce soit au début de la lecture, en plein milieu de la lecture ou à la fin, ou 1 an après, ou 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui te reste comme impression, presque dans la bouche, quoi. Qu'est-ce que tu as d'un point de vue sensoriel après la lecture de Murakami? Qu'est-ce que ça a changé en toi, quoi. Et moi, au-delà du fait que je me suis reconnu dans une mélancolie que je ne reconnaissais pas dans les autres œuvres en général, une mélancolie très dure, qui va jusqu'au suicide souvent, et en même temps quelque chose de très qui peut être aussi très beau, très poétique, qui va parler d'amour, qui va parler de plein de choses. Et du coup, moi, c'est aussi, tu vois, c'est de ça là dont je me souviens là en parlant avec toi, c'est de toutes ces choses qui sont à la frontière justement de ce qu'on ressent en général. Et en fait, c'est quelque chose qui est justement très dur à discuter, puisqu'en fait, Murakami passe des centaines et des centaines, voire des milliers de pages pour justement rentrer dans ta tête et créer ce souvenir. Par exemple, tu peux avoir le souvenir dans 1Q84 d'une soirée où le personnage regarde la lune. C'est un détail très précis du roman, mais en fait, ça va te rester parce que c'est tellement amené sur des centaines de pages que cette scène, et d'ailleurs si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui essayent de la mettre en dessin ou en image de synthèse, etc. parce que c'est quelque chose de très troublant. Au bout de je ne sais combien de centaines de pages, il y a des scènes comme ça qui arrivent d'un seul coup et qui sont parfaites à leur manière. Et alors je suis peut-être allé un peu dans le détail, mais c'était pour dire que en fait, c'est comment décrire Murakami, c'est un peu ça le souci. C'est que c'est magique en fait, Murakami. C'est-à-dire que si tu lis 2 pages, tu vas pas comprendre. Il faut vraiment plonger dedans à 100%, quoi. Ouais, et c'est une des raisons pour lesquelles je peux tout à fait entendre et comprendre qu'il y a plein de gens à qui Murakami ne va jamais parler, en fait. Parce que, déjà, si on veut absolument... Alors, quand j'utilise le mot histoire, c'est volontairement un mot un peu qui veut un peu dire tout et n'importe quoi, hein. C'est pour pas employer des termes trop obscurs, pardon. Mais si les gens qui aiment les histoires bien finies, bien carrées, avec un début, un milieu, une fin, c'est sûr que Murakami, pas nécessairement tout le temps,
mais c'est aussi un auteur qui a fait beaucoup de nouvelles. Donc la nouvelle se porte pas non plus, forcément à des fins bien définies. Mais même ses romans, souvent, c'est des portes ouvertes, ça s'effiloche comme ça, et on n'explique pas les choses, ce qui, pour moi, est très très bien dans ce cadre-là, parce que j'ai pas du tout envie que Murakami commence à nous expliquer pourquoi ceci, cela. Et je pense que c'est pas le but du tout. Je pense que... Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à la culture japonaise, peut-être. Peut-être qu'on est très ignorant et qu'il y a beaucoup d'auteurs japonais qui utilisent les mêmes ressorts narratifs, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses ça se passe. On est beaucoup dans la... Je pense chez Murakami, on est beaucoup dans la transition, dans le passage. Il y a des choses qui passent comme ça. On les arrête pas pour les expliquer. On est témoin de choses qui se passent ou qui passent indépendamment de nous, ou indépendamment du héros ou des personnages principaux. Et on est témoin de ça, de ce passage-là, quoi. Mais on n'est pas là nécessairement pour comprendre, quoi. Et c'est pour ça que je dis que je peux comprendre qu'il y a plein de gens pour qui ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut accepter ça, en fait. Il faut accepter ce contrat, je pense, avec l'auteur. Oui, et puis je pense aussi que même les personnages et les narrateurs, souvent, sont dans un état de transition. On a souvent fait on a souvent relevé le fait que les personnages viennent de subir une rupture amoureuse, ou sont en train de divorcer, ou sont dans une relation qui n'est pas très claire, avec des choses qui ne sont pas juste marquées très fortement. Et du coup, c'est souvent ce glissement-là qui va s'opérer, c'est-à-dire on n'est pas dans la vie de tous les jours, on est déjà dans quelque chose qui est en train de se terminer, mais pas vraiment quelque chose qui commence non plus. Et à chaque fois, on est dans ce truc. En fait, c'est une sorte de crépuscule, quoi, à chaque fois, mais pour moi, c'est l'intérêt du roman, de la forme du roman en général. Après, chacun y voit un intérêt différent, mais je pense que l'intérêt du roman, c'est justement de pouvoir raconter des choses qui ne sont pas dans des boîtes, qui ne sont pas établies. Et Murakami est le maître de ça, pour moi. C'est-à-dire qu'il ne va pas raconter une journée qui commence par un lever et qui va se terminer par un coucher. Il va plutôt aller... quelqu'un qui fait une insomnie, ça va commencer comme ça. et du coup, on est déjà dans le décalage. Et c'est exactement ce qui, moi, va m'intéresser en tant que lecteur, c'est de suivre ce type, souvent un petit peu solitaire, qui a des relations amoureuses pas très constructives, et qui va se préparer un repas tout seul dans sa cuisine un soir. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît peut-être pas très excitant à lire, mais moi je peux l'assurer, en tout cas, je suis pas facile, justement. Pour m'accrocher dans un roman, faut y aller, parce que j'ai quand même des attentes, justement, qui sont assez compliquées. Et Murakami, en fait, moi je m'y attendais pas du tout, hein. C'est pour ça aussi que quand tu m'avais prêté Au Sud de la Frontière, j'avais apprécié, mais j'étais pas rentré dedans à 100%, j'étais pas encore prêt. Et c'est, tu vois, en étant beaucoup plus vieux que j'ai été au-delà des premières pages où tu te dis, en fait, là, je vais m'ennuyer, c'est pas possible. Le mec est en train de se préparer des nouilles chez lui et il y a son chat qui miaule, quoi. Je vais m'ennuyer, c'est sûr. Et à la limite, le seul moment intéressant, c'est quand il va coucher avec la fille à un moment donné. Et voilà. Non, mais en fait, pas du tout. Et en vieillissant, moi, ça m'a apparu de plus en plus clairement que, justement, Murakami racontait ce qu'il y a de plus... indicible, justement, ces périodes de transition dans la vie qu'on ne raconte pas souvent parce qu'elles ne paraissent pas intéressantes. Mais lui, il va trouver justement ce qu'il y a de profond et de mystérieux là-dedans. Ouais, je dirais que oui. En t'écoutant, je me disais qu'en fait, Murakami, c'est l'auteur de La Frontière. Et je ne sais pas quel est le titre d'origine Au Sud de la Frontière, à l'Ouest du Soleil. Je ne sais pas s'il y avait l'idée de frontière dans le titre, mais... Et après, on parlera de ces autres bouquins, mais c'est juste que, en fait, je me faisais cette réflexion, je me dis, cette idée de frontière, tout à l'heure, je parlais de passage, mais je trouve que Murakami, c'est vraiment l'auteur qui s'intéresse à la frontière des choses, en fait.
C'est-à-dire, j'ai ces souvenirs dans, je sais plus comment il s'appelle, un de ces derniers, c'était le meurtre du commandeur, je crois, où le personnage à un moment se retrouve en pleine nuit dans la forêt parce qu'il entend des bruits, je crois que c'est un son de cloche ou quelque chose comme ça. Puis il va trouver une espèce de, je sais plus si c'est un puits ou un trou, et il va descendre dedans, il est dans l'obscurité totale, puis d'un seul coup, en fait, il n'arrive plus à sentir les parois des murs autour de lui parce qu'il est dans l'obscurité totale. Donc ces murs disparaissent. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment récurrent chez Murakami, c'est cette idée encore une fois, de frontières. C'est-à-dire, les frontières étaient clairement là, elles étaient établies. Il y a le personnage, puis il y a l'espace entre lui et les murs. Et puis d'un seul coup, cette frontière, elle devient éthérée, quoi. Elle disparaît peu à peu. Et je trouve que c'est moi, c'est une des choses qui m'intéresse chez Murakami, mais il n'y a pas que ça, et de loin, on n'a pas encore parlé de son écriture, par exemple, mais je pense qu'on va la faire sous peu, quoi. Mais oui, donc j'acquiesce. En tout cas, oui, juste pour revenir là-dessus, parce que du coup, on va pas forcément revenir sur toutes les thématiques de Murakami, mais en fait, il y en a pas tant que ça, puisqu'effectivement, il y a même sur Internet des gens qui font des bingo Murakami, c'est-à-dire quels sont les quelques éléments que tu vas retrouver pratiquement à chaque récit de Murakami. Et c'est assez marrant parce que il y a toujours un chat, il y a toujours un mec solitaire, là je l'ai devant les yeux, il y a plus ou moins toujours une histoire de dimension parallèle, de monde qui est justement à la frontière de la réalité. Il y a toujours du jazz ou un vieux vinyle qui passe dans un coin. Il est obsédé par les oreilles. Souvent, les personnages tombent amoureux d'une fille qui a des oreilles un petit peu... des lobes d'oreilles, notamment. Il y a toujours un repas qui va être cuisiné. Et enfin, toujours ce genre de choses, en fait. Toujours des trous ou des puits. Enfin, voilà, il y a toujours des symboles comme ça qui reviennent très fortement. En fait, c'est là que tu vois qu'il a un travail au niveau de son écriture, de revenir toujours sur les mêmes thèmes. C'est ça, je pense, une des choses qu'il faut aussi dire tout de suite, c'est que oui, Murakami se répète beaucoup. Il y a des gens qui ne supportent pas les auteurs qui se répètent. Et c'est vrai que ça peut être un vrai danger. Hein. On peut des fois se dire, oh là là, il va encore parler d'un puits avec un chat qui miaule dans le fond. Mais voilà, alors à partir du moment où tu l'acceptes, qu'il va y avoir des récurrences comme ça, et que tu comprends que du coup son écriture c'est quelque chose qui revient toujours vers ça, mais qui va avoir une autre patte qui va se dessiner derrière, c'est là que tu rentres dans le puits avec lui et que tu vas chercher une autre vérité, quoi. Mais bon, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme écouter du jazz, hein. Le jazz, c'est souvent quelque chose qui va utiliser des motifs récurrents et qui, par la récurrence, va montrer autre chose, te mettre dans un état presque de transe, quoi. Oui, et puis... alors, je suis tout à fait... Enfin, c'est tout à fait vrai. C'est indéniable que Murakami se répète au niveau de certains éléments. En fait, effectivement, il y a très souvent des chats, il y a du jazz qui passe, la musique est tout le temps présente d'une manière ou d'une autre, etc. Cependant, un de ses avantages... Bon, déjà, malgré ces répétitions, elles sont suffisamment subtiles et... pour que ça passe, je trouve. Moi, ça m'a jamais dérangé. Et surtout, Murakami, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de nouvelles. Et justement, je trouve que ces nouvelles sont peut-être lui permettent de s'affranchir de tout ça. Parce que j'ai en tête de nombreuses nouvelles, justement, qui ne parlent pas du tout de chats ou de puits ou de... qui vont être... parce que c'est tellement plus court qu'un roman, il n'a pas le luxe, justement, de piocher là-dedans, quoi. Et donc je pense que ça lui permet peut-être de ne pas apparaître trop répétitif de manière préjudiciable. Oui, du coup, sur les thématiques, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Et puis effectivement, moi je conseillerais, si quelqu'un veut commencer Murakami, les nouvelles, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée la plus confortable. Parce que, de toute façon, la moitié de ses romans est vraiment courte. Si tu prends Au sud de la frontière, c'est un roman court. Franchement, il tient largement dans la poche. Mais ces nouvelles, c'est vrai que ça permet de rentrer dans ces univers comme des petits rêves ou des petits cauchemars, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il y a ces petites éditions illustrées de certaines de ces nouvelles
qui permettent vraiment de rentrer dans son univers très vite, et c'est très efficace, et je pense que si on accroche à ces nouvelles-là, après, les romans, c'est la suite logique, quoi. Non, mais ouais, commencer par les nouvelles, c'est la voie royale, de toute façon. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a une diversité de thèmes et tout. Enfin, voilà, faut savoir que Murakami, c'est pas un Japonais qui a vécu toute sa vie au Japon, loin de là. Et du coup, il a vécu, si je me rappelle bien, à Hawaï ou même en Europe, etc. Et que du coup, il écrit sur ce qu'il a vécu, et bon, voilà, il y aura des nouvelles sur des surfeurs hawaïens, il y aura des nouvelles, enfin voilà, qui voyagent à travers le monde. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout, enfin, autant dans ses romans, il va souvent utiliser les petits gimmicks là, de chats et de puits et de jazz, et autant effectivement dans les nouvelles, il peut vraiment être beaucoup plus exotique et plus surprenant, quoi. Oui, et puis il a écrit plusieurs essais. Enfin, il a écrit un essai sur la profession de romancier. Il a écrit un essai sur la course de fond. Il a écrit un essai sur sa collection de t-shirts. Donc, malgré effectivement ces thèmes, enfin ces idées en tout cas récurrentes dans ses romans, pour moi, c'est quand même... c'est quand même un artiste un peu arc-en-ciel, quoi. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, entre lire un de ses romans et puis lire son essai sur sa collection de t-shirts, ça n'a rien à voir, quoi. Et en même temps, aussi... tu retrouves, grâce à son style, tu retrouves vraiment la même patte et le même plaisir de l'écouter, enfin de le lire, si on veut, quoi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est tellement un bon écrivain, qu'il a tellement une belle plume, en fait, que... Et encore, nous, on lit des traductions, donc j'ose pas imaginer ce que ça donne en langue d'origine, mais chapeau bas au traducteur au passage. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si tu dis à quelqu'un demain, bah tiens, lis cet essai, c'est un mec qui a écrit un bouquin sur sa collection de t-shirts, je pense que c'est très très dur de vendre ça, et pourtant ça marche très bien parce qu'on sait que c'est lui qui va nous raconter, puis je veux dire, en chaque... c'est tout le temps bourré d'anecdotes cocasses, rigolotes ou de souvenirs, et tu vois qu'il a une mémoire colossale, quoi. Il se rappelle des choses incroyables, quoi. Ben, je pense qu'après, nous deux, on est évidemment, tout le monde aura compris, ça fait une demi-heure qu'on parle de lui, on est des fans de Murakami, voilà, on peut l'avouer. Et du coup, quand tu es... Bon, fan, je sais que t'aimes pas du tout ce mot-là, mais voilà. Mais on est des admirateurs, en tout cas, de son travail. Et je pense que quand tu admires un écrivain à ce point-là, tu peux pratiquement lire n'importe quoi de ce qu'il produit, quoi. Il y a ce côté, en fait, tu retrouves comme un ami qui te parle. Et en fait, Murakami a cette honnêteté dans l'écriture. Son style est souvent très simple, assez basique. Il fait pas des phrases c'est pas du Proust, et loin de là. Et du coup, il y a cette proximité avec lui qui se crée très vite parce que tu sens qu'il y a une honnêteté. Alors bien sûr, il parle de la bizarrerie de la réalité, il va parler de dépression parfois ou de sujets très contrastés, très profonds, mais tu te retrouves toujours dans quelque chose d'intime. Et cette intimité plus ce style presque basique et cette poésie toujours latente, moi c'est ce que je retrouve à chaque fois dans tous ces textes, même ceux sur les t-shirts. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression quand j'ouvre un de ces bouquins, et je pense que ça fait ça à tous les gens qui adorent un auteur, quand tu ouvres n'importe lequel de ces bouquins à n'importe quelle page, tu es tout de suite dans quelque chose de malgré tout confortable. Je me souviens par exemple de son... Alors je sais pas si c'est un essai, je sais pas vraiment comment le qualifier, mais c'est une collection d'interviews et de rencontres qu'il avait fait avec des survivants je crois que c'était un tremblement de terre au Japon. Je crois que c'était pardon, autant pour moi, c'est Underground, c'est les survivants de l'attaque au gaz dans le métro, ouais. Et vraiment ça m'avait vraiment beaucoup marqué, à tel point que j'en ai fait une vidéo il y a quelques années en arrière sur la chaîne, et un peu à l'image de l'essai sur les t-shirts, où
quand tu lis le synopsis, tu dis bon bah ça a pas l'air transcendant quoi. Et en fait, encore une fois, il arrive à te prendre complètement à contre-pied parce que, et là c'est d'autant plus fort. Enfin moi j'ai un souvenir très vivace de ce livre-là parce que c'est pas de la fiction. Le sujet est très très dur puisqu'il va donc parler à des gens soit qui ont perdu des proches dans cet attentat, soit qui ont survécu mais qui ont des séquelles terribles. Leur vie est foutue tout simplement. Mais ça tombe jamais dans le pathos gratuit, larmoyant quoi. Il arrive à être factuel et en même temps tu vois très bien que c'est un auteur qui voilà c'est un littéraire, enfin c'est un littéraire pas forcément de formation mais de profession et donc il arrive à te raconter tout ça comme tu le disais de manière très très honnête, très très sincère. Il n'y a pas de fioriture et c'est aussi une des choses c'est aussi une des choses que j'aime beaucoup chez lui, c'est que moi je supporte pas les auteurs qui vont te faire des descriptions, ils vont te décrire une armoire pendant 5 pages et puis en fait ça mène nulle part, c'est juste de la description pour de la description, ça remplit des pages quoi, mais c'est pour moi je trouve ça chiant comme la mort quoi. Et Murakami il a cet équilibre du descriptif sans jamais je trouve tomber dans le chiant et en fait, sa description, c'est juste assez pour te mettre une image dans la tête, un peu comme si tu étais au cinéma. Tu vois une image, tu vois le cadre. Bon, bah, tu comprends où tu es. Tu n'as pas besoin de plus. On ne va pas t'expliquer qu'il y a 412 livres sur la bibliothèque. On s'en fout. On n'a pas besoin de le savoir. Mais tu sais qu'il y a une bibliothèque dans un coin de la pièce. Voilà. Et bon, après, je sais pas, j'imagine que peut-être il y a des gens qui pourraient considérer Murakami comme n'étant pas de la grande littérature et qui mettraient ça au rayon roman graphique, #lol. Mais bon, moi, ce ne sont pas mes considérations. Mais je te redonne la parole, bien sûr, mais après, j'aimerais bien qu'on parle justement on n'en a pas encore vraiment parlé, du style Murakami. Oui, le style, c'est ce qu'on a dit, la simplicité, l'efficacité. Et en même temps, moi, ce qui m'a toujours justement troublé, c'est le fait qu'il arrive à être très poétique. Alors, quand je dis poétique, comment dire ça ? Je parlais de l'image de la Lune tout à l'heure dans 1Q84, mais moi, j'ai toujours par exemple, des images qui me restent dans la tête. Pour moi, c'est ça, la poésie, en fait, en littérature, en roman. C'est réussir à mettre une image, quelque chose qui est presque un tableau et de l'amener en fait par des mots, notamment par exemple dans Kafka, le fait qu'il arrive à créer la rencontre entre le protagoniste et le fantôme d'une personne qui n'est même pas morte. Moi, ça m'a créé des images en fait dans la tête qui vont au-delà d'ailleurs de l'image, c'est une sensation plus. Que personnellement je n'avais jamais eu en littérature parce que en fait il arrive en racontant des choses très simples à rentrer très vite dans quelque chose de lyrique, c'est-à-dire qui exprime vraiment des sentiments, que ce soit les sentiments de la personne, du protagoniste, ou même ceux que nous on va ressentir par rapport à une scène en fait qui ressemble presque à un poème. Et d'ailleurs c'est un peu la thématique du roman Kafka sur le rivage, puisque le titre, c'est le titre d'une chanson, c'est le titre d'un poème, etc. etc. Et donc oui, le style, il est toujours entre cette poésie et ce réalisme, et en fait, il joue toujours dessus, quoi. Pour moi, c'est ça qui va... Il joue toujours sur comment raconter la scène la plus réaliste de quelqu'un qui se fait cuire des nouilles ou du riz et à côté créer une sorte de poème ultra lyrique. Mais j'ai pas trop le souvenir, moi, d'une certaine poésie, mais c'est parce que je pense que tout simplement, c'est parce que je suis pas trop sensible à ça, de par nature étant un bûcheron de Norvège. Mais effectivement, moi, ce que j'apprécie, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais oui, c'est ce côté... il arrive à rendre intéressant, un peu à l'image d'un certain Jiro Taniguchi, il arrive à rendre intéressant, en fait, le vide du quotidien. C'est-à-dire, je crois c'est dans Norwegian Wood,
où il y a... le personnage principal est un étudiant, donc il vit dans une cité universitaire et il écrit des lettres à une... C'est la balade de l'impossible en français, non? C'est possible. Moi, je l'ai lu en anglais, donc... mais oui, c'est sûrement ça, ouais. Et donc, il y a ce quotidien, jour après jour, semaine après semaine, où tu as cet étudiant qui fait cuire ses trois pattes dans sa cité universitaire, qui écrit des lettres, qui attend le soir à côté du téléphone, qui attend des appels, etc., etc. Donc, c'est tellement banal et c'est tellement terrestre et quotidien et tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, il t'emporte comme ça dans son style très, très fluide et qui est... En fait, je pense, encore une fois, malheureusement, nous, on n'a accès qu'aux traductions, donc je ne sais pas, peut-être qu'en japonais, c'est un japonais très, très soutenu ou de très haut vol, bien que j'en doute, parce que sinon, je pense que ça se reflèterait dans la traduction. Mais en tout cas, les traductions, elles sont jamais... c'est pas du Sartre, quoi, au niveau du langage. Et tant mieux, parce que j'ai rien contre Sartre, mais je vais pas me taper tout Sartre, quoi. Donc, et effectivement, son style, je trouve qu'il est vraiment... Encore une fois, pour moi, chez Murakami, il y a cette sensation d'équilibre. C'est un auteur, je trouve, qui est vraiment très accueillant. Parce que si t'as pas envie de lire un long roman de 3 tomes, eh ben, tu peux lire des nouvelles qui vont durer 15 pages, quoi. Et puis, c'est toujours... encore une fois, c'est très, très varié. Je pense, par exemple, aux attaques de la boulangerie, ce genre de choses. Voilà. Là aussi, il fallait y penser à celle-là, quoi. Mais en fait, justement, moi, ce qui m'a... Alors aussi, pour moi, Murakami, c'est vraiment une source d'inspiration. Il a vraiment changé ma façon d'accéder à l'art en général. Ça peut paraître peut-être un peu beaucoup, mais parce que justement, il m'a fait me rendre compte que les formats n'existaient pas, que le roman, tout le monde essaye de mettre le roman dans une case depuis toujours, et en fait Murakami, ses romans, il détruit le récit. Alors ça me fait un peu penser, tu vois, au niveau du cinéma, ça va être du Lynch. Lynch, il adore détruire le récit en plein milieu de son film et faire qu'en fait, non, c'est pas du tout ça qui va se passer. Le personnage va arrêter d'être lui-même, il va changer, il y aura des transitions dans tous les sens, les identités vont disparaître et tu ne sauras plus ce qui se passe du tout. Alors sans en arriver là, en tout cas Murakami, il a aussi cet aspect dans son écriture de dissoudre le récit à un moment donné et de dissoudre la réalité, du coup, puisque le récit, c'est ce qui tient la réalité, en tout cas pendant que tu es en train de la lire. Elle se dissout sous tes yeux et tu ne sais pas si c'est le narrateur qui est en train de devenir fou ou bien si c'est tout simplement la réalité qui n'existe plus, en tout cas, ou qui change, ou qu'elle est le reflet de quelque chose qui change. Et ça, moi, évidemment, je le savais, ça a toujours existé dans la littérature, il y a toujours un personnage qui devient fou, et si c'est le narrateur, voilà, la narration est faussée. Mais Murakami l'utilise, en fait, toujours. C'est-à-dire que quand tu lis Murakami, tu n'es jamais sûr de ce qui se passe, et surtout, le récit n'est jamais ce qu'il paraît être, en fait. Il va être ni complètement symbolique, ni complètement réel, et du coup, tu vas être toujours plongé dans cet état d'hypnose. Et pour moi, c'est une révélation, en fait, parce que je pensais que quand j'ouvrais un bouquin, un roman, je rentrais dans un monde qui avait des règles quand même, parce que tout le monde, nous sommes tous des êtres humains, donc nous écrivons, tous ceux qui ont écrit un livre, donc suivent ces règles. Et Murakami a ce côté extraterrestre qu'on a le droit de tous embrasser complètement, qui est de ne plus accepter ces règles. Alors voilà, je suis un peu parti dans mon délire, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, Murakami m'a montré, même en tant qu'écrivain en devenir, que les règles n'avaient pas besoin d'exister, que l'auteur, en fait, est complètement libre et il peut créer exactement ce qu'il veut et qu'il n'est pas obligé de suivre le début, le milieu et la fin. Et ça, pour moi, c'est la clé essentielle, et sans, justement, devenir chiant, comme tu le dis. Alors, tu faisais un parallèle avec le cinéma, donc ça m'amène à ma prochaine question. Il y a eu plusieurs films qui ont adapté, alors soit des romans, soit des nouvelles de Murakami. De tête, je sais qu'il y a Norwegian Wood,
puisque je l'ai vu, et il y a Tony Takitani, qui est une adaptation d'une de ses nouvelles. Donc je voulais savoir si tu avais vu ces films. Alors non, honte à moi, je n'ai vu aucun des films. Il y a aussi Drive My Car qui est paru il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans je crois. Et ce sont souvent des films qui ont une certaine renommée. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai vu aucun? Et pourtant, j'ai envie de les voir, hein, bien sûr. Je sais que c'est très intéressant justement de faire le lien avec le cinéma. Mais il y a quelque chose de sacré que j'ai du mal à casser en fait dans ma relation avec le texte de Murakami. C'est que j'ai l'impression que si on me force à regarder des images qui ont été filmées avec une caméra d'acteurs jouant ces choses-là, ça va dénaturer en fait toute cette création de Murakami. Alors, c'est là qu'on voit que je suis vraiment dans ce côté sacré par rapport à ce qu'il a écrit, mais c'est parce que justement pour moi Murakami c'est un auteur de romans, de récits qui n'en sont pas, etc. C'est pas du tout un scénariste. Donc c'est très compliqué pour moi de passer vraiment à cette version qui va être imprimée sur un écran de télé là, et qu'il va falloir accepter comme étant la réalité du récit, quoi. Pour moi, Murakami écrit dans mon cerveau directement, donc ça va être le cas, je pense, de tous les gens qui sont fans d'un auteur et qui n'ont pas envie de voir les films issus de leur roman, mais sur Murakami, en fait, ce que j'aime, c'est pas les histoires qu'il raconte. J'ai pas forcément envie de voir un Q84 en film avec des acteurs qui jouent les rôles, c'est pas du tout l'intérêt pour moi, quoi. Pour moi, Murakami doit parler dans mon oreille, donc je sais qu'au cinéma ça je le retrouverai pas. Est-ce que du coup toi tu en as vu un? Ah, moi j'en ai vu 2, j'ai vu Norwegian Wood et Tony Takitani. Alors Norwegian Wood j'avais beaucoup aimé, alors je sais c'est très très subjectif, mais là on est dans le cadre de la subjectivité la plus totale. J'avais beaucoup aimé la bande son, je l'avais trouvé magnifique, et j'avais trouvé que le film était vraiment vraiment très fidèle au livre, même si évidemment t'es obligé d'adapter, tu peux pas voilà, c'est forcément une adaptation, mais dans le cadre d'une adaptation c'était très fidèle et je retrouvais vraiment il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a énervé, contrairement à d'autres adaptations beaucoup plus problématiques, quoi. Alors de tête, je crois me rappeler que la musique ouais, pardon. Il me semble que de tête, c'est juste aparté parce que je sors ma petite culture musicale du moment. Pour une fois que je peux parler de Radiohead, j'y vais. Il me semble que la musique de Norwegian Wood est signée par Johnny Greenwood, qui est le guitariste de Radiohead. C'est pour ça que je fais la petite. En fait, c'est aussi. Alors pourquoi je dis ça, c'est pas juste pour faire du name dropping. C'est parce que moi, au tout début que j'ai entendu parler de Haruki Murakami, c'était bien avant que tu me prêtes ce roman. J'avais lu un article dans un magazine qui disait, alors je ne sais plus exactement en quel terme, que les gens qui lisent du Murakami, c'est souvent ceux qui écoutent du Radiohead. Voilà. C'était comme ça que la première fois que j'ai entendu parler de cet auteur, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours eu cet appétit à le lire, je pense. Je me suis dit, il est fait pour moi, et je suis fan de Radiohead, bien sûr. Mais il y a ce même côté... en fait, il y a cette mélancolie sous-jacente, etc. Mais voilà, c'était juste une aparté, désolé, je te laisse parler du film. Ah oui, non, le film était... moi, j'avais beaucoup apprécié. Après, voilà, c'est un film qui est... C'est un film qui est très dur, hein, parce que le sujet, c'est pas la joie, hein, c'est un film qui parle de suicide, hein, principalement. Donc, c'est un livre qui parle de suicide principalement. Donc voilà, c'est pas la fête du kangourou. Mais voilà, moi ça me fait pas peur. Mais je me souviens, là plus j'en parle et un souvenir me revient. Quand, à l'époque où je l'ai vu, je me souviens que je me suis dit, mais en fait ce film-là, il est d'un niveau de Lost in Translation, quoi, qui est mon film préféré. Je m'étais dit, c'est vraiment, c'est le premier film que je vois depuis Lost in Translation, où je me dis, mais c'est d'un niveau d'écriture, de mise en scène, de musique, bon, bien évidemment, puisque forcément c'est Murakami qui a écrit le truc, donc ceci explique cela. Et l'autre film, par contre, Tony Takitani... Oui, pardon. Oui, je disais juste, c'est marrant, c'est encore un film qui se passe au Japon, enfin tout ça est lié, quoi.
Et l'autre film que j'avais vu, donc Tony Takitani, qui adapte une nouvelle, alors malheureusement, je m'en souviens très 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 peu, parce que j'ai vu ça il y a largement plus de 10 ans. Donc malheureusement, je ne peux rien en dire. J'ai de vagues images en tête, mais c'est tout. Mais j'en profite pour dire que du coup, vu que tu n'as pas vu Norwegian Wood, ça pourrait faire un bon sujet de podcast, une review du film. On revoit le film chacun de notre côté et on fait la critique du film. Mais je rebondis par contre sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir peur en fait, ou de ne pas vouloir forcément voir en film, voir sur un écran de télé l'adaptation d'un livre, parce qu'on n'a pas envie, et quelque part on se dit de toute façon l'histoire a déjà été écrite, quel intérêt quoi. Je comprends tout à fait, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je ne voulais pas voir Battle Angel Alita, donc l'adaptation de Gun de Yukito Kishiro en film. Et je me suis forcé à le regarder un jour, parce que je me suis dit, je ne vais pas rester complètement dans l'ignorance. Mais en fait, j'ai réussi à le regarder en me disant, ok, je vais essayer de le regarder en me disant, ça n'a rien, c'est pas le manga, c'est une vision du manga, ce qui m'a permis de regarder le film sans péter une durite, parce que sinon ça aurait été l'enfer. Parce que le film vaut ce qu'il vaut en tant que film, mais par contre, si on commence à comparer au manga, alors là, il n'y a plus rien qui va. Mais donc c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une approche possible, quoi. Oui, de toute façon, le fait de voir un film sur un roman de Murakami, ou d'ailleurs une nouvelle parfois, c'est clair que tu sais qu'il va y avoir de la perte, comme dans toute mise en film. Après, c'est toujours intéressant, justement, peut-être pour avoir juste la vision de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on parle de Murakami, c'est que je pense que tous les lecteurs de Murakami ont une vision différente de ce qu'ils ont lu. Il y a tellement d'incertitudes dans ce qu'ils racontent, et il y a tellement de mystères que ton cerveau est obligé de combler un peu toutes ces lacunes du texte, et c'est toi, en fait, qui fais beaucoup du chemin. Donc, je pense que le fait de voir la vision d'un réalisateur, c'est intéressant, même si tu sais qu'il faut certainement avoir lu le livre pour vraiment avoir connaissance de la vraie valeur de l'œuvre. Alors, question qu'on n'a pas encore posée du coup, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas chez Haruki Murakami en tant qu'écrivain, quoi? En fait, je pense que... Alors moi, c'est évident, j'ai eu par exemple beaucoup de mal quand j'ai lu Le meurtre du commandeur. C'était je pense que c'est un de mes romans préférés, c'est un de ses derniers. Tu sens qu'il est vraiment au top de son art. Il sait vraiment très bien raconter les choses. C'est hyper original et ça reste très Murakami dans le fond. C'est à la fois de l'horreur, c'est à la fois contemplatif. Tu retrouves vraiment tout ce que tu aimes. Si tu aimes Murakami, c'est un super roman en 2 tomes qui est très long. Quand tu aimes les longs romans lents, c'est parfait. Mais c'est vrai que, alors sans spoiler, il faut pas lire ce roman en s'attendant à ce qu'à la fin il y ait une sorte de fin à la M. Night Shyamalan. Il n'y a pas un retournement qui explique tout d'un seul coup. C'est certainement pour moi un de ces romans qui se termine le plus abruptement et le plus mystérieusement possible. Donc là, on est vraiment sur l'exemple de ce qui peut rebuter le plus un lecteur. Quand tu as passé beaucoup de temps à lire un roman, ne pas avoir à la fin la récompense d'une fin, d'une sorte de chose qui te réconcilie avec le récit, etc., c'est toujours un défi, en fait. C'est jamais acquis, je pense même en étant un lecteur aguerri, la déception, quelque part, que tu peux ressentir est toujours présente. Et du coup, je sais que j'ai eu quand même ce sentiment-là. Alors, honte à moi, qui suis fan, encore une fois, je redis le mot, et qui ai lu tous ces romans. J'ai quand même eu une sorte de goût de déception à la fin. Mais c'est que au fil du temps que je l'ai absorbé et que je l'ai digéré. Sur le moment, ça a été quand même un peu dur parce que j'étais tellement pris dans l'histoire, j'avais envie de savoir exactement tout ce qui allait se passer. J'étais à côté du personnage, ça faisait des semaines que je lisais le livre. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. Et le fait de ne pas le savoir, mais voilà, c'est ça qui est toujours compliqué avec Murakami, c'est que il est à la fois ton meilleur ami, c'est-à-dire qu'il te raconte l'histoire, il est à côté de toi, il te donne les détails que tu as envie d'entendre, il te raconte quelque chose que tu n'avais même pas imaginé, tu es tellement content qu'il te le raconte, mais d'un seul coup il va arrêter et il va te laisser seul avec toi-même.
Et c'est ça qui des fois est compliqué, je pense. C'est ces moments où en fait tu te retrouves seul et que c'est à toi de faire de terminer en fait le travail, quoi, de dire bon bah le roman s'arrête là, il y a un point final et peut-être que c'est moi qui me suis trop embarqué dedans, qui est trop mis dedans, et du coup cette déception elle n'est due qu'à moi, mais je pense que c'est ce deal que tu fais avec l'auteur quand tu lis un roman qui justement la plupart du temps rentre dans ce truc de début, milieu et fin. Alors on a beau adorer le fait qu'il n'y en ait pas chez Murakami, parfois ça peut être quand même un sujet on va dire un peu compliqué. Est-ce que toi, tu as ce même ressenti ou est-ce qu'au contraire, tu trouves ça toujours aussi jouissif en fait, d'être à la fin complètement perdu, de ne pas savoir ce qui va se passer? Non, parce que moi, ça m'a... J'ai vraiment conscience, comme je disais tout à l'heure, que enfin, c'est pas que j'en ai conscience, c'est qu'à mes yeux, en tout cas, pour moi, le Murakami, c'est un auteur de passage, n'est-ce pas? C'est un auteur de passage comment dire... Je lis pas en fait. Je sais qu'avec Murakami, 9 fois sur 10, tu n'auras pas de fin, entre guillemets. Tu n'auras pas de résolution. Ça va s'effilocher en fait dans les dernières pages. Et donc pour moi, je le vois plus comme un voyage. Et je pense que le cas d'école, c'est le pèlerinage de l'incolore Tsuruki, quelque chose comme ça. Où c'est justement un personnage qui fait plus ou moins un road trip, qui part sur les routes pour essayer de résoudre une énigme liée à son passé, essayer de comprendre quelque chose lié à son passé. Et donc pour moi, ce côté fin abrupte, tout ça, non. Après, je l'ai peut-être ressenti ici ou là et je m'en souviens pas. C'est tout à fait possible. Mais non. Moi, après, est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas chez Murakami ou qui me dérangent? Alors, en fait, c'est un paradoxe parce qu'il a beaucoup, beaucoup écrit. Et on a la chance, en France, d'avoir, je pense, la plupart de ce qu'il a écrit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de romans, beaucoup de recueils de nouvelles, beaucoup d'essais. Donc, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent. Cependant, et c'est pas du tout de sa faute, malheureusement, il est très âgé aujourd'hui. Donc, je pense que son prochain roman sera le dernier, j'imagine. Je pense qu'il a largement plus de 70 ans, il me semble. Donc c'est pas du tout, évidemment, c'est pas que j'aime pas qu'il soit vieux, mais c'est juste que je sais que ça va faire bizarre le jour où il sera plus là et on se dira, ben voilà, il y a plus rien. Mais du coup, pour rester un peu optimiste, je me dis, c'est à l'image de ses romans, c'est-à-dire c'est pas la fin qui compte, c'est le voyage, c'est tout ce qu'il a produit. C'est exactement ce que je me disais en fait en t'entendant dire tout ça. Je me disais que oui, le fait d'accepter le fait que ces romans n'aient pas de fin, que ça soit toujours un petit peu comme ça dans une incertitude et dans un brouillard, c'est aussi l'enseignement qu'il nous donne, quoi. Que la vie est comme ça, la vie... Bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas de début et pas de fin, mais en général, les choses arrivent comme ça. C'est-à-dire que les choses ne sont pas des récits. La vie n'est pas un récit. On peut la transformer en récit. Mais lui, je pense qu'en retirant ce côté fermé avec un début et une fin, il crée quelque chose qui est beaucoup plus vivant et qui ressemble beaucoup plus à la réalité de la vie. Et du coup, c'est peut-être ça, moi, à la fois donc, que j'ai pu ressentir comme un défaut de temps en temps, mais qui, au fil du temps, le prenant comme un apprentissage, tu as l'impression aussi de devenir un peu plus sage et d'accepter les choses telles qu'elles sont, quoi. Et je passe du coq à l'âne, mais tout à l'heure, j'ai eu une pensée, puis j'ai oublié de la dire, donc je profite pour en revenir dessus. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte à quel point les histoires, les récits de Murakami, aussi bien dans les romans que dans les nouvelles, je crois que c'est tout le temps des univers microcosmiques. C'est-à-dire, on est tout le temps, on va suivre 1, 2, 3 personnages, mais on s'intéresse... Murakami ne s'intéresse jamais au monde. C'est jamais des personnages qui vont... Quand ils voyagent jamais très loin. Ils vont voyager à 2 heures de chez eux, ils vont aller dans la montagne ou je sais pas quoi. Mais c'est jamais des personnages qui vont prendre l'avion pour aller je sais pas où, aux États-Unis, en Europe. C'est tout le temps, c'est très local.
géographiquement parlant, mais on reste aussi sur du coup local sur 1, 2, 3 personnages. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette pensée-là tout à l'heure et c'était intéressant, je ne sais pas. Alors après, j'avais juste la petite... Enfin, il me semble que c'est Les Amants du Spoutnik, où il y a un voyage quand même. C'est-à-dire que puisqu'ils recherchent cette nana qui a disparu en Grèce, si je me souviens bien, il doit partir en Grèce. Exact, et donc, on a un peu cette vision du japonais qui prend l'avion et qui arrive en Grèce. Mais là, on sent aussi que c'est Murakami qui raconte un petit peu son expérience de personne qui a vécu à l'étranger. Mais bon, et ça reste quand même sur une petite ville. Après, à partir du moment où le voyage est fait, après il reste dans cette petite ville d'ailleurs je sais plus si c'est sur une île ou c'est très fermé en fait. D'ailleurs, ça me rappelle cette scène où il entend le personnage entend une musique au loin et il est attiré par un chemin. Enfin bref, c'est toujours un petit peu onirique comme ça. Mais oui, effectivement, tu as raison. Et puis souvent, on est quand même dans pour rester dans la sphère de l'intime, on est loin des considérations globales et des groupes de personnes très nombreuses, quoi. On est souvent sur une histoire d'amour quand même. Il y a toujours un être un peu miroir en face. Et dans un Q84, c'est évident. C'est vraiment une histoire d'amour entre deux personnes qui sont des miroirs l'un pour l'autre, etc. Et donc oui, effectivement, mais l'intimité vient de ça aussi. Enfin, souvent, tu vois, si tu prends Alors attention, je dis pas que Le Seigneur des Anneaux, c'est pas bien, mais ce genre de récit vraiment plus choral, où on a beaucoup de personnages, c'est sûr que tu vas pas rentrer dans l'intimité de la même façon. Tu vas pas pouvoir raconter... comme lui le fait, le détail de chaque pulsation d'un cœur, quoi, comme lui il sait le faire. Et bien sûr, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu de ce podcast en duo, qui est une grande première. J'espère que ça plaira à nos auditeurs et à nos spectateurs. J'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à passer sur ta chaîne. Je mettrai bien sûr un lien en commentaire et dans la description sur YouTube. Donc ils pourront aller voir tout ton travail, aussi bien vidéo que musical. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Rudy et à vous abonner si ça vous plaît. Et puis je pense qu'il y a des chances, à mon avis, qu'on fasse... d'autres podcasts ensemble à l'avenir. Si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir aborder, n'hésitez pas, hein, on est preneur. Donc si vous avez des suggestions, on retrouvera tout ça en commentaire avec grand plaisir. Merci à toi, merci tout le monde, merci de votre attention et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures audibles et visuel sur Orion Manga. Bye bye tout le monde, merci.